donne-moi de l'espace. Arrête de me contacter sauf si je te le dis, m'a dit ma copine. J'ai répondu, d'accord. Ensuite, elle a débarqué partout en me traitant de maniaque du contrôle. Dès le week-end, ses amis ont accidentellement révélé ce qu'elle cachait, et tout son récit s'est effondré du jour au lendemain. Salut Reddit, ma copine m'a dit de ne pas la contacter sauf si elle le faisait en premier. Alors, j'ai suivi sa règle, j'ai construit ma propre routine, et j'ai tourné la page. Ensuite, elle a commencé à se montrer partout en me traitant de manipulateur. Avant d'en arriver là, laissez-moi commencer par le début. Avant que quiconque ne saute sur l'occasion pour dire qu'il faut écouter les deux versions, lisez tout d'abord. Je sais comment ça sonne en apparence. On n'a pas l'image complète tant qu'on n'est pas arrivé à la fin. Célia et moi sommes restés ensemble environ 9 mois, et les 4 premiers ont été vraiment faciles. Le genre de relation où tu te réveilles, et rien ne pèse lourd. Elle m'envoyait des captures d'écran ridicules de clients et des maisons qui avaient l'air hantées lors de ses visites. Moi, je lui envoyais le chaos de la clinique, un golden retriever vexé par un contrôle de routine, un chat régnant sur le placard à fourniture comme un roi. Je m'appelle Nolan, j'ai 29 ans. Je suis vétérinaire dans une petite clinique pour animaux du côté. J'y suis depuis environ 3 ans. Ce n'est pas glamour les blouses, les griffes, les cages, les prises de sang mais j'aime ça. Les animaux ne font pas de jeux psychologiques. Célia est agent immobilier et elle est douée pour ça. Nous nous sommes rencontrés sur une application de rencontre, et notre premier rendez-vous était dans ce petit resto vietnamien dans un centre commercial. Elle a commandé pour nous 2 sans demander. C'est quelque chose qui m'aurait énervé d'habitude, mais elle a visé juste. Nous sommes restés 3 heures juste à parler. Ce soir-là, elle a mentionné sa famille, une sœur cadette Brit, leur mère Diane, leur père discret, Frank. Célia était l'axe central, celle à qui tout le monde s'en remettait, celle dont les plans devenaient le plan. Elle le disait comme si c'était normal et, à l'époque, je n'ai pas remis ça en question. Les premiers mois sont restés fluides. On se voyait 3 ou 4 fois par semaine. Vers le 3e mois, elle a commencé à laisser des affaires chez moi. Quelques mois après, elle a demandé à partager nos localisations par sécurité. J'ai accepté. Tout semblait naturel. Puis, vers le 5e mois, les choses ont changé. Les réponses sont devenues plus lentes, des heures au lieu de minutes. Les plans devenaient « je suis fatigué » ou « je suis occupé », sans aucune alternative proposée. Je me suis dit que le travail s'intensifiait, alors j'ai pris du recul. Mais ces réseaux sociaux racontaient une autre histoire. Elle me disait qu'elle allait s'effondrer de fatigue un jeudi soir, et ensuite je voyais des publications de cette même soirée, dehors avec des amis pendant des heures, riant comme si de rien n'était. La première fois, je lui ai laissé le bénéfice du doute. Les plans changent. La 2e fois, même chose. La 3e fois, j'ai commencé à faire attention. Quand j'ai abordé le sujet, doucement, sans aucune accusation, elle a craqué. Elle a dit que je la surveillais comme si elle me devait un rapport. Elle a dit que j'étais contrôlant rien que pour l'avoir remarqué. Cette réaction m'a frappé plus fort que le mensonge, honnêtement, parce qu'elle m'a fait sentir que le problème venait de moi pour avoir fait attention, et non d'elle pour ne pas avoir été franche avec moi. Cela aurait dû être mon premier vrai signal d'alarme parce que la version de Célia de ces 4 premiers mois, celle qui semblait vraiment ravie d'être avec moi, qui me faisait sentir que je comptais vraiment pour quelqu'un, cette version a commencé à disparaître si progressivement, que je ne l'ai pas remarqué avant qu'elle soit presque partie. Ce n'était pas temporaire. Environ 6 semaines avant que tout ne parte vraiment en vrille, je me préparais à sortir un vendredi soir. J'avais prévu un truc avec les gars, Gavin, Léo et Rory. On essayait de bloquer une soirée depuis des semaines. Les emplois du temps ne s'alignaient jamais et on avait enfin réussi à fixer un vendredi chez Léo. Une soirée simple, nourriture, jeux de société, prendre des nouvelles, rien de fou. Célia avait débarqué à mon appartement plus tôt cet après-midi-là à l'improviste, ce qui ne me dérangeait pas. Elle avait une clé à ce moment-là. Elle est entrée, a enlevé ses chaussures, a attrapé un reste de poulet dans mon frigo, et s'est installée sur mon canapé comme si elle vivait là. Les pieds sur la table basse, le téléphone branché sur mon chargeur, faisant défiler quelque chose pendant qu'elle mangeait du poulet froid directement dans le récipient. Je prenais ma veste quand je l'ai mentionné. Et, soirée entre mecs ce soir. Je devrais rentrer tard.
Ne m'attends pas. Elle a levé les yeux de son téléphone. C'est ce soir? Ouais, c'est prévu depuis quelques semaines. Tu ne peux pas juste annuler? Ce n'est pas comme si c'était un truc énorme. Je me suis arrêté et je l'ai regardée. Elle était assise sur mon canapé, dans mon appartement, mangeant ma nourriture, et me demandant d'annuler des plans que j'avais faits avant qu'elle n'arrive. C'est quand même un truc important. On n'a pas été tous ensemble depuis des semaines. Je n'annule pas. Quelque chose a changé dans son expression. Ce regard qu'elle avait quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Donc, tes amis sont plus importants que moi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que tu me montres. Ce qui a suivi a duré environ 20 minutes, que j'ai repassé dans ma tête plus de fois que je ne peux compter. Ça a commencé par elle disant que je ne la faisais jamais passer en priorité. Puis c'est passé à la façon dont je devrais être capable de lire l'ambiance, sans qu'on me le dise. Comment un petit ami qui tenait vraiment à elle ajusterait son emploi du temps quand sa copine avait besoin de lui. Elle a tout déballé, d'un calme olympien, comme si elle avait déjà décidé comment ça allait se passer. Puis elle a dit le truc fatidique. Elle s'est redressée, a posé le récipient, et m'a regardé avec cette expression stable et sérieuse, comme si elle attendait de me balancer ça. Je pense que le problème, c'est que tu ne comprends pas comment ça doit fonctionner entre nous. J'ai besoin d'être celle qui décide quand on passe du temps ensemble, quand on se parle. Je te contacterai quand je voudrais qu'on se connecte. Tu ne prends pas l'initiative du contact sauf si je dis que c'est bon. C'est ce dont j'ai besoin. La pièce était silencieuse. Je pouvais entendre le frigo bourdonner, une voiture passer dehors. Elle a continué, la voix égale, comme si elle énonçait une évidence. Les hommes sont censés s'adapter à ce dont leur partenaire a besoin. C'est juste comme ça que ça marche. Si tu ne peux pas faire ça, alors on a un vrai problème ici. Je suis resté là, la veste à moitié enfilée, les clés à la main, je l'ai regardé pendant un long moment. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas demandé pourquoi, je ne lui ai pas dit que c'était insensé, injuste ou contrôlant. J'ai juste laissé ça flotter dans la pièce entre nous. Argumenter n'allait rien arranger, alors j'ai arrêté de négocier avec quelqu'un qui avait déjà décidé. Était-ce un message? Ouais, je ne suis pas disponible pour ça. D'accord, ai-je dit. C'est tout? Juste d'accord? Ouais. D'accord. Elle a semblé presque surprise que je ne résiste pas. Puis elle s'est détendue comme si elle venait de conclure une affaire. Bien. Je pense que ça va rendre les choses bien meilleures pour nous deux. J'ai hoché la tête, attrapé mes clés, passé la porte sans un autre mot, et j'ai conduit jusqu'à chez Léo. Je n'y ai pas pensé de toute la soirée. J'ai ri aux blagues de Rory. J'ai taquiné Gavin sur le temps qu'il prenait pour jouer ses coups aux jeux de société. J'ai mangé la pizza que Léo avait commandée. Mais quelque part sous tout ça, quelque chose s'était verrouillé dans ma tête. Elle venait de me donner un livre de règles et d'agir comme si c'était totalement normal. Et j'ai décidé que j'allais les suivre. Chacune d'entre elles, à la lettre. Dimanche matin, avant de faire quoi que ce soit d'autre, j'ai ouvert les messages et j'ai tapé une ligne, confirmant juste ce qu'elle avait dit, tu veux être celle qui contacte en premier. Je ne prendrai pas l'initiative sauf si tu dis que c'est bon. Elle a mis environ 15 minutes à répondre. Oui. Ne me contacte pas sauf si je te contacte. C'était là. Ces règles, ces mots par écrit. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai sauvegardée, et je suis passé à autre chose. Lundi matin, avant même de quitter l'appartement, je me suis assis au bord de mon lit et j'ai passé mon téléphone en revue comme si je faisais de la maintenance. Accusé de lecture désactivée partout. Statut, vu pour la dernière fois, désactivé. Célia mise complètement en sourdine. Pas d'alerte, pas de bannière, rien. Ces messages pouvaient toujours arriver, mais je ne les verrais pas à moins de vérifier. Puis je me suis arrêté. Pas de texto, pas d'appel, aucun envoi. Ces règles, son emploi du temps. Cette même semaine, j'ai changé mes serrures par l'intermédiaire du gérant de l'immeuble. Calme, pratique. Elle avait une clé, maintenant elle n'en avait plus. Les premiers jours ont été plus durs que je ne le pensais. Pas parce qu'elle me manquait, mais parce que mon corps était habitué à tendre la main. J'étais en plein service à la clinique et ma main dérivait vers mon téléphone. 3 fois en 2 jours,
j'ai failli lui envoyer quelque chose avant de me rattraper. Vers le 4e ou 5e jour, le silence a cessé de ressembler à une punition pour commencer à ressembler à un soulagement. Gavin a été la première personne à qui je l'ai dit. Nous sommes proches depuis l'université. Il est comptable en ville. Impassible, vif, le genre qui remarque les schémas avant vous. Autour d'un café, j'ai exposé la scène de l'appartement et ses règles. Il a écouté, a tourné sa tasse une fois, et a dit « Ma sœur a fait ça à mes parents ». Ensuite, il a expliqué toute la dynamique de elle, enfant roi, l'amour conditionnel qui apparaît quand c'est pratique. Et il m'a regardé comme si c'était un simple calcul mathématique. Elle ne veut pas d'un petit ami. Elle veut quelqu'un en réserve. Léo a été le suivant. Kinésithérapeute. Calme, confiant. Quand je lui ai dit, il a juste hoché la tête. Bien. Remplis ce temps avec quelque chose de mieux. Alors, c'est ce qu'on a fait. Salle de sport à 6 heures du matin lundi, mercredi, vendredi. Gavin m'envoyait un texto à 5h15 pour s'assurer que j'étais levé. Dès la semaine 2, je dormais mieux et ce bourdonnement d'anxiété de bas niveau a finalement commencé à s'estomper. Rory a été le 4e sous-chef. Bruyant, drôle. Il m'a traîné à son restaurant après la fermeture et nous avons mangé dans la salle vide en parlant de tout sauf de Célia. Léo a lancé une conversation de groupe cette semaine-là, juste nous 4. Des messages stupides au milieu de la journée. De petites soupapes de sécurité. C'est devenu le centre de ma vie sociale sans que personne ne le nomme ainsi. Et je me suis finalement inscrit au cours de menuiserie que je remettais à plus tard. Les mardis et jeudis soirs au centre communautaire. C'est Walt qui l'enseignait. Calme, pas de bêtises. On a commencé avec des planches à découper. Et 2 semaines plus tard, j'en avais une que j'avais faite moi-même. Rugueuse par endroits mais solide, réelle, à moi. À la fin de la 2e semaine de silence, la routine était installée. Sport 3 matins par semaine, menuiserie 2 fois par semaine, dîner avec les gars. Le sentiment de légèreté n'était pas quelque chose que je fabriquais. Il est juste apparu. Environ 2 semaines plus tard, un mardi matin ordinaire, j'étais en train de me préparer pour la clinique quand j'ai vérifié mon téléphone. Il y avait des messages de Célia, puis d'autres. Le premier était décontracté, comme si de rien n'était. Et, quoi de neuf? J'ai fini de me préparer, j'ai pris mon temps, j'ai conduit jusqu'au travail, je suis arrivé vers 8h30, je me suis assis à mon bureau, et j'ai vérifié mon téléphone correctement pour la première fois ce matin-là. 2 autres messages étaient arrivés pendant que je conduisais. Pourquoi tu ne réponds pas? Est-ce que ça va? J'ai répondu vers midi après le déjeuner. J'ai pris ma pause complète, j'ai fait le tour du pâté de maison, je suis revenu, et j'ai mangé à mon bureau. Ouais, je vais bien. J'ai juste été occupé. Sa réponse est revenue en moins de 30 secondes. Occupé à quoi? J'ai regardé ce message pendant une seconde, j'ai senti l'attraction. La vieille habitude de me justifier immédiatement, de rendre compte de chaque heure, de justifier mon existence. Mais cet instinct était plus calme maintenant, devenant plus calme chaque jour. Pas pour la punir, juste pour briser l'habitude de courir à chaque fois qu'elle claquait des doigts. J'ai rangé le téléphone et je me suis remis au travail. Au cours des jours suivants, les messages ont continué d'arriver. Différents angles, différents tons. Parfois décontractés, parfois frustrés, parfois tristes. Pourquoi tu agis comme ça? Je pensais qu'on était bien. Ça fait vraiment immature, Nolan. Ce dernier m'a presque fait éclater de rire. La personne qui m'avait dit que je n'avais pas le droit de la contacter sauf si elle le disait me traitait maintenant d'immature pour ne pas l'avoir contactée. L'ironie n'était pas exactement cachée. Vers le 20e jour, elle a commencé à appeler. On s'appelait à peine même quand les choses allaient bien. On était des gens à texto. Maintenant, mon téléphone sonnait pendant mes gardes, pendant les séances de sport, pendant le cours de menuiserie quand j'avais de la sueur dans les cheveux. J'ai laissé la plupart aller sur la messagerie. Je les écoutais sur le trajet du retour. L'un d'eux m'a marqué. Il commençait doucement, presque gentiment. Tu me manques. Je veux juste parler. Puis ça a changé à mi-chemin, sa voix devenant plus tendue. Tu fais ça exprès et tu le sais.
Le basculement de l'un à l'autre dans le même message en disait plus que chaque partie prise séparément. Ce n'était pas que je lui manquais. C'est que ça lui manquait de pouvoir tirer sur la ficelle et de me regarder bouger. J'ai répondu à un appel un jeudi soir parce qu'il fallait bien qu'on parle à un moment donné. Elle voulait savoir où j'avais été. Je lui ai dit que j'avais été occupé à passer du temps avec des amis. Elle a contesté, a dit que je jouais à des jeux, que tout ce truc de silence était manipulateur. Je lui ai rappelé calmement que je faisais exactement ce qu'elle m'avait demandé de faire. Elle n'a pas aimé entendre ça. Je lui ai dit que j'avais besoin de plus de temps pour réfléchir aux choses, à nous, à savoir si ça marchait pour l'un ou l'autre d'entre nous. Elle n'a pas aimé ça non plus. Elle a raccroché sans un autre mot. Après ça, les appels ont commencé à arriver à des heures plus étranges, parfois après minuit. Je mettais mon téléphone sur « Ne pas déranger » tous les soirs à 22h. Je me réveillais avec des appels manqués et des messages vocaux que je n'écoutais pas toujours. Puis le texto destiné à la « mauvaise personne » est arrivé mercredi après-midi. J'étais en pause en train de faire défiler mon téléphone quand un message est arrivé de Célia, mais il n'était pas pour moi. Pas du tout. Et, tu peux faire ça ce soir plus tôt ? Il ne sera pas là. Je l'ai lu 2 fois. Puis une 3e fois. Je l'ai fixé pendant 1 minute entière. Pas de suivi. Pas de « désolé, mauvaise personne ». Pas d'explication. Juste le message, là. Je ne l'ai pas confronté à ce sujet. Je n'ai pas demandé ce que ça voulait dire. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste fait une capture d'écran et je l'ai transféré à Gavin sans aucun commentaire. Sa réponse est revenue en 10 minutes environ. Une ligne. Ajoute ça au dossier. Le dossier. Ça a commencé comme une page d'application de notes. La façon qu'avait Gavin de calmer son cerveau. Il avait commencé à tenir un document courant environ 1 semaine avant ça. Un document partagé où il notait tout. Horodatage, capture d'écran, date des appels, le modèle de l'escalade des choses. Il l'a fait discrètement sans en faire un drame parce que c'est comme ça que Gavin fonctionne. Il organise simplement le chaos. Ce message confirmait quelque chose que je soupçonnais depuis un moment. La chronologie ne collait pas. Il y avait des soirs où elle me disait qu'elle était épuisée, qu'elle ne pouvait pas me voir, qu'elle avait besoin d'être seule, et maintenant il y avait des preuves solides suggérant qu'elle n'était pas seule du tout. Pas avec moi, en tout cas. Mon Gmail m'a éjecté un matin avec une notification de changement de mot de passe que je n'avais pas déclenché. La même chose est arrivée à mon Spotify cet après-midi-là. Ça m'a juste complètement verrouillé dehors. Quelqu'un avait changé le mot de passe. Elle avait déjà utilisé mon ordinateur portable. Les mots de passe enregistrés, c'est une réalité. Gavin l'a signalé quand je l'ai mentionné nonchalamment. Il m'a guidé pour tout changer. Nouveau mot de passe sur chaque compte. Authentification à 2 facteurs activés partout où c'était disponible. Chaque changement a été consigné dans le dossier aux côtés de tout le reste. Vendredi soir chez Léo, environ 3 semaines après le début du silence, peut-être un peu plus. On était au milieu d'un jeu de société qui durait depuis bien trop longtemps parce que Gavin faisait des calculs avant chaque coup et personne ne pouvait l'arrêter. Rory avait apporté des restes du restaurant, un truc aux pâtes qui était vraiment absurde. Et on mangeait dans des assiettes en carton comme les adultes sophistiqués qu'on n'était clairement pas. Je riais. Je riais vraiment. Le genre où ton visage te fait mal et tu ne peux pas t'arrêter même quand tu le veux. Je n'avais pas fait ça depuis des semaines. Je n'avais même pas réalisé à quel point ça m'avait manqué avant que ça n'arrive. Vers 22h, la sonnette a retenti. Léo a une de ses installations de sonnette vidéo. Rory, étant le plus proche de l'écran, l'a affiché sur son téléphone. Nous l'avons regardé tous les 4. Célia, debout à la porte, les bras croisés, fixant directement la caméra comme si elle savait qu'on regardait. Elle avait accès à mon historique de localisation depuis des mois quand nous étions ensemble. Elle savait où je passais du temps. Chez Léo, c'était l'un de ces endroits. Personne n'a bougé pendant 1 seconde. Puis Rory a attrapé son téléphone et a appuyé sur le micro. Désolé, pas de livraison après 21h. Essayez les voisins. L'expression de Célia n'a pas changé. Je dois parler à Nolan. Est-ce qu'il est là ? Rory m'a jeté un coup d'œil.
J'ai secoué la tête depuis le canapé. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas bougé vers la porte. Je ne suis pas entré dans son jeu du tout. Rory s'est repenché vers le micro. Personne ici a ce nom. Avez-vous vérifié dans les pages jaunes? Elle a fixé la caméra pendant environ 5 secondes, puis s'est tournée et est partie sans un autre mot. Rory a sauvegardé la séquence. Personne ne lui a demandé. Il l'a juste fait. Il l'a posté dans la conversation de groupe. Le message suivant est venu de Gavin. Respectueusement, non. Puis Léo a écrit. Puis Rory encore. Elle a dit, ne la contactez pas. Nous honorons son parcours de guérison. Le coup de inquiétude, est venu ensuite et ça a escaladé plus vite que je ne le pensais. Célia a envoyé un texto à Paula, une amie commune de l'université, disant qu'elle s'inquiétait pour moi, que je ne retournais pas les appels et qu'elle avait peur qu'il me soit arrivé quelque chose. Paula est venue directement vers moi, m'a envoyé un texto directement pour prendre des nouvelles. Je lui ai dit que j'allais bien, que je prenais juste un peu de temps. Elle a dit d'accord et n'a pas insisté. Mais la manœuvre elle-même me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Célia n'essayait pas seulement de me joindre. Elle essayait de glaner des informations sur ce que je faisais, avec qui j'étais, à travers d'autres personnes. 2 jours après ça, elle a demandé un contrôle de bien-être. Lundi matin, je laissais mes chaussures sur le point de partir à la clinique quand on a frappé à ma porte. 2 officiers, polis, professionnels, rien d'agressif, ont dit qu'ils avaient reçu un appel pour une visite de contrôle à mon adresse. Quelqu'un avait signalé qu'il s'inquiétait pour mon bien-être. Je leur ai dit que j'allais bien, je leur ai montré que j'étais littéralement sur le point d'aller travailler, et j'ai demandé s'ils pouvaient me dire qui avait passé l'appel. Ils ne pouvaient pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je les ai remerciés, j'ai fermé la porte, et je suis resté là pendant environ 30 secondes, juste à respirer. Ensuite, j'ai envoyé un message au gérant de mon immeuble, j'ai signalé que 2 officiers étaient passés pour un contrôle ce matin-là, que c'était une fausse alerte déposée par quelqu'un à mon insu, et j'ai demandé si je devais déposer un rapport formel. Elle a dit oui. J'ai documenté la date, l'heure, les noms des officiers, et j'ai tout transféré à Gavin. Le colis au travail est arrivé environ 1 semaine après ça. J'étais au milieu d'un service, des contrôles post-opératoires, après-midi chargé, quand June, qui travaille à l'accueil de la clinique, est revenue et m'a tendu un petit paquet cadeau avec un ruban dessus. Elle a dit qu'il n'y avait pas de nom d'expéditeur, mais qu'il y avait une carte attachée. Je l'ai pris dans la salle de pause et l'ai ouvert seul. Un porte-clés personnalisé et une lettre manuscrite de 2 pages. Moitié excuse, moitié accusation. Le genre de choses conçues pour vous faire sentir coupable rien qu'en la lisant. Je l'ai lu une fois, photographié les 2 pages, remis le porte-clés dans la boîte, et envoyé un court courriel à la directrice de ma clinique. Quelqu'un avait envoyé un colis personnel au bureau. C'était géré. Juste pour prévenir au cas où autre chose arriverait. Elle a répondu dans l'heure. J'ai prévenu l'accueil de la clinique de ne pas donner d'infos ou d'accepter quoi que ce soit d'elle à nouveau. Pas de drame au travail. C'était la priorité. Les cadeaux sur le pas de la porte ont commencé à apparaître après ça. Le premier était des fleurs. Un petit bouquet laissé devant la porte de mon appartement avec un mot disant qu'elle pensait à moi. Le hall de mon immeuble est censé être sécurisé, mais les gens s'y faufilent constamment derrière les résidents. J'ai pris une photo, je les ai rentrées, jetées, et j'en ai parlé aux garçons ce soir-là. Rory a dit que c'était romantique d'une manière un peu dérangée. Léo a dit de documenter. 2e livraison 2 jours plus tard, des chocolats avec une autre carte. La 3e était une peluche avec un mot qui faisait référence à une conversation privée spécifique que nous avions eue il y a des mois, presque mot pour mot. Une phrase en l'air dont je me souvenais à peine. Le fait qu'elle l'ait gardée, qu'elle s'en souvienne exactement mot pour mot. Ce détail changeait tout le sentiment de ce qui se passait. Ce n'était plus de l'affection. C'était de la surveillance. Rory a été le premier à le dire. D'accord, celle-là n'est plus drôle. Il avait raison. Léo a dit d'arrêter de reconnaître quoi que ce soit. Ne pas répondre. Ne pas s'engager. Ne pas signaler que j'avais reçu quoi que ce soit. Juste tout photographier et continuer à l'ajouter au dossier. Entre ce texto et le contrôle de bien-être,
j'ai arrêté de faire semblant qu'il restait quelque chose à sauver. Avant ça, c'était les limbes. Ce soir-là, j'y ai mis fin. J'ai envoyé un message, court et définitif. C'est fini. Ne me contacte plus jamais. Puis je suis devenu silencieux. Rien d'autre. Juste le silence et la documentation à partir de ce moment-là. C'est laquelle a arrêté d'essayer de parler et a commencé à essayer de forcer le contact. Gavin avait un dossier qui ressemblait à un dossier judiciaire à ce stade. Plus de 20 incidents documentés, horodatés, organisés par date avec des notes de contexte sur chacun. Il me l'a montré un soir autour d'un café dans un dîner près de chez lui. Il l'a fait défiler sur son ordinateur portable pendant qu'on était assis là. Si jamais ça devient quelque chose que tu dois prendre au sérieux, a-t-il dit, tu as tout ce dont tu as besoin. J'espérais que ça n'en arriverait pas là. Mais c'est arrivé. Le truc avec son groupe de filles ne s'est pas produit d'un coup. Ça s'est accumulé sur des semaines, comme le temps qui change avant qu'une tempête ne frappe. Célia avait 3 amis proches qui se sont impliqués à fond dans tout ce qui a suivi. Mera était celle qui parlait en étiquette et en concept. Tout était une dynamique de pouvoir. Tout devait être contextualisé à travers un prisme. Elle a commencé à poster sur la manipulation narcissique quelques jours après la rupture. Elle ne m'a pas nommé directement, mais quiconque nous connaissait pouvait faire le lien. Des phrases sur « les hommes qui utilisent le silence comme contrôle ». Sur « les femmes qui méritent mieux ». Jess était celle du chaos. Elle vivait pour le conflit comme certaines personnes vivent pour les émissions de télé-réalité, sauf qu'elle ne les regardait pas. Elle les produisait. C'était elle qui poussait constamment Célia à me confronter publiquement. Se pointer à ma salle de sport, venir à mon travail, forcer une réaction. Kaya était la machine à contenu. Tout devenait du matériel. En une semaine, elle postait des citations vagues sur la guérison et la reconnaissance des schémas toxiques. Elle a poussé Célia à poster aussi. Des stories en pleurs, des accusations vagues, toute la performance. Kaya gérait ça comme si elle menait une campagne. Ensemble, les 3 ont commencé à se coordonner pas seulement pour soutenir Célia, mais pour orchestrer activement le récit, envoyant des messages à des amis communs avec une version des événements qui faisait de moi le méchant. Programmant les posts pour qu'ils tombent au même moment. Mera rédigeait les légendes. Kaya les planifiait. Jess choisissait les cibles. Un message de Kaya, récupéré plus tard dans la conversation fuitée, l'exposait brutalement, poste celle où tu pleures vendredi soir. Plus de gens la voient avant le week-end. Aucune émotion là-dedans, juste de la logistique. C'était moins une question d'être son ami que de diriger une sorte d'opération. Une partie de tout ça a porté ses fruits. Quelques connaissances se sont tues. Un gars avec qui j'avais mangé quelques fois m'a envoyé un message bizarre pour « prendre des nouvelles », qui ressemblait plus à de la collecte d'informations qu'à une véritable inquiétude. L'histoire se répandait, au moins dans certains cercles. Mais voici le truc avec une campagne de dénigrement, ça marche mieux quand la personne visée réagit, se met sur la défensive, poste quelque chose d'émotionnel, s'engage dans le récit, et lui donne du carburant. Je n'ai rien fait de tout ça. Je n'ai rien posté, rien dit publiquement, j'ai laissé couler. À peu près au même moment, j'ai commencé à voir quelqu'un sans prise de tête. Elle s'appelle Asha. On s'était en fait rencontrés au cours de menuiserie. Elle s'était inscrite la semaine après moi. Elle a fini à l'établi à côté du mien un jeudi soir. Drôle, facile à vivre, n'avait aucun intérêt pour tout ce qui était dramatique. On a commencé à aller manger après le cours un soir et ça a continué. Rien de lourd, pas d'étiquette, juste 2 personnes qui appréciaient la compagnie de l'autre. J'ai parlé à Asha de toute la situation avant qu'elle ne la prenne par quelqu'un d'autre. Je l'ai assise, je lui ai montré les posts, je lui ai expliqué la chronologie. Sa réaction n'a pas été la peur ou l'hésitation. C'était plutôt genre, c'est vraiment dingue. Tu gères ça, ça va? Je gérais ça bien. Mieux que bien, en fait. Avoir quelqu'un dans ma vie qui voulait juste passer du temps et s'amuser, le contraste entre ça et tout ce qui se passait avec Célia était presque absurde. Les faux comptes sont apparus vers la 6e semaine de la campagne. Des comptes sans historique, sans vraies informations. Ils ont commencé à commenter mes anciennes publications. L'un d'eux a envoyé un message directement à Asha. Je ne sais toujours pas comment ils ont trouvé son contact,
sous-entendant que je n'étais pas celui que je semblais être. Acha me l'a transféré. Le but n'avait pas besoin de mots. Léo l'a aidé à le signaler. Le compte a été supprimé en une journée. Mais le fait que quelqu'un ait spécifiquement cherché à la trouver, c'était une nouvelle ligne franchie, et tout le monde dans le groupe de discussion l'a reconnu. Après ça, j'ai envoyé un seul message direct à Célia. Pas d'émotion, pas d'explication, juste une ligne. Ne contacte plus jamais moi, mon lieu de travail, mes amis, ou quiconque que je fréquente. Je l'ai envoyé une fois, puis je suis retourné au silence total. Le truc de la famille a refait surface à cette époque aussi. Je n'avais pas beaucoup pensé à Diane, la mère de Célia, depuis des semaines. Mais Brit m'a envoyé un texto de nulle part un soir. Nous avions été amicaux pendant la relation. Pas super proches, mais pas des étrangers. C'était la plus calme de la famille, celle qui était négligée. Son message était court. Quelque chose comme « Et, je sais que c'est le bordel en ce moment. Je voulais juste que tu saches qu'elle a toujours été comme ça avec tout le monde. Papa lui a en fait dit d'arrêter de te contacter. Maman l'a fait taire. Ne laisse aucun d'eux te faire douter de toi-même. » J'ai lu ce message 3 fois. Brit avait regardé cette dynamique exacte se jouer de l'intérieur toute sa vie. Avait vu Diane défendre Célia quoi qu'il arrive. Avait été celle dans la famille dont les besoins passaient en dernier quand ils entraient en conflit avec ceux de Célia. Et Franck, le discret Franck en retrait, avait en fait tracé une ligne quelque part dans tout ça. Diane l'avait juste effacé. Brit était la seule personne dans cette famille prête à dire tout ça à voix haute. Je l'ai remercié. Nous n'avons pas beaucoup parlé depuis, mais je pense à ce message plus que je ne le devrais probablement. L'incident public a été ce qui a tout fait éclater. Un ami commun, Dante, fêtait son anniversaire dans un restaurant en ville. Invitation ouverte, décontractée, peut-être 40 personnes. J'ai failli ne pas y aller. Léo m'a convaincu d'y aller. Il a dit que je ne pouvais pas la laisser me prendre chaque situation sociale aussi. J'y suis allé, j'ai emmené Gavin et Léo. J'ai passé la première heure à vraiment m'amuser. J'ai parlé à des gens que je n'avais pas vus depuis des mois. J'ai ri à des histoires. J'ai mangé. Des trucs normaux. Célia a débarqué vers 22h30. Je ne sais pas si elle savait que je serais là ou si c'était une coïncidence. Peu importe. Ce qui s'est passé ensuite importe. Elle m'a repéré à travers la pièce. Je l'ai vu me voir. Quelque chose dans son expression a changé. C'est passé de la surprise à quelque chose de plus tendu. Plus remonté. Elle a marché vers moi. Ses copines n'étaient pas avec elle. Elle était venue seule. La salle était assez bruyante pour que la plupart des gens ne remarquent rien au début, mais quand elle s'est approchée assez près, sa voix a percé. On doit parler tout de suite, ce soir. Tu ne peux pas continuer à me faire ça. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas bougé de là où j'étais. Je l'ai juste regardé. Je ne veux pas faire ça ici, Célia. Elle s'en fichait. Elle a commencé à parler plus fort, disant que je la manipulais. Que je l'ignorais exprès pour la faire passer pour une folle. Que tout le monde pouvait voir ce que je faisais vraiment. Le volume continuait de monter. Les gens ont commencé à se retourner. Léo est apparu à mes côtés comme s'il s'était matérialisé. Il n'a pas regardé Célia, il m'a juste regardé et a dit « Ça va ?» « Ça va. » Léo a hoché la tête une fois, puis s'est tourné et a marché calmement vers Dante. 2 minutes plus tard, Dante a approché Célia poliment et lui a fait savoir que c'était une réunion privée et qu'il apprécierait si elle pouvait sortir. Quand elle n'a pas bougé, Dante a demandé à l'un des gars qui s'occupait de la porte de l'escorter dehors. Tout le truc a pris peut-être 4 minutes. Célia est partie sans un autre mot, mais l'expression sur son visage alors qu'elle sortait n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus tendu que ça. Quelque chose qui ressemblait beaucoup à quelqu'un réalisant que le scénario ne fonctionnait plus. Quelqu'un dans la salle a enregistré tout l'échange. Pas moi, pas un de mes amis, juste quelqu'un qui regardait et avait son téléphone sorti. Léo s'est assuré d'obtenir une copie. 2 jours après l'événement, Diane m'a envoyé un texto directement. J'ai failli ne pas l'ouvrir, mais je l'ai fait. C'était court. Ça disait quelque chose sur le fait que Célia traversait une
période incroyablement difficile à cause de mon comportement et, vu comme les choses avaient été dures pour elle, elle estimait que je devais une sorte de compensation. Le montant suggéré par Diane était de 3,000 $. J'ai transféré le message à Gavin sans commentaire. Sa réponse a été immédiate. Fais une capture d'écran. C'est celle-là. Puis environ une semaine plus tard, Jess a fait une erreur. Elle était dans une conversation de groupe avec Mera et Kaya en train de coordonner la prochaine phase de la campagne. Apparemment en décidant qui posterait quoi, en minutant le tout, en scénarisant les légendes. À un moment donné, quelqu'un dans cette conversation a accidentellement ajouté un ami commun au fil de discussion. Cet ami a tout vu, m'a transféré les captures d'écran sans un mot. Les captures montraient toute l'opération. Mera suggérant un langage spécifique sur les abus et le contrôle. Jess planifiant des plans de confrontation. Kaya organisant le timing des publications sur les différentes plateformes. Et au milieu de tout ça, Jess a écrit quelque chose qui m'a glacé, il n'était pas censé découvrir pour l'autre type avant qu'elle n'ait déjà rompu avec lui. Bref. C'était là, confirmé par écrit par l'une des personnes dirigeant la campagne. Gavin a tout ajouté au dossier. Léo a lu les captures d'écran et est resté silencieux pendant environ 5 minutes. Puis il a dit simplement, « Maintenant, tu as tout ce dont tu as besoin. » Pendant environ une semaine après la sortie des captures d'écran du groupe, je n'en ai rien fait. Pas parce que je préparais quelque chose de gros. Pas parce que j'attendais le moment parfait. Je ne ressentais juste pas l'urgence. La documentation était là. Les preuves étaient là. La vérité était là, assise dans un dossier, horodaté et organisé. Et honnêtement, j'étais fatigué de faire partie de l'histoire tout court. Mais ensuite Kaya a posté à nouveau une autre série de contenus sur la guérison, plus d'accusations vagues, plus de langage codé sur les hommes toxiques et les femmes méritant mieux. Ça devenait répétitif, mais ça atteignait toujours des gens, ça faisait toujours son travail. Alors, j'ai posté une fois. Une seule capture d'écran, pas de légende, pas de commentaires, pas d'explication. C'était l'échange de textos datant de plusieurs mois, celui où j'avais confirmé ses règles et où elle avait accepté par écrit. Sa réponse, juste là, oui. Ne me contacte pas sauf si je te contacte. C'était tout. Pas de mise en contexte, pas d'interprétation, juste ses propres mots, horodatés et réels. Je l'ai posté, j'ai mis mon téléphone dans ma poche et j'ai conduit jusqu'à la salle de sport. La réponse n'a pas eu besoin de ma présence pour se produire. Les gens ont commencé à assembler les pièces par eux-mêmes. La chronologie, les contradictions, le fait que la personne publiquement qualifiée de manipulateur pour avoir soi-disant ignoré quelqu'un suivait en fait les instructions explicites de cette même personne à la lettre. Pas besoin que quelqu'un les pèle. La preuve a fait le travail toute seule. Certaines personnes m'ont contacté discrètement. Pas un groupe énorme, mais assez. Quelques-uns d'entre eux ont dit des variantes de la même chose, on comprend maintenant. Quelques autres sont juste devenus silencieux, ce qui me disait tout sur leur position. Je n'ai couru après personne à ce sujet. Pas besoin. La campagne ne s'est pas effondrée du jour au lendemain. Mera a posté quelques fois de plus. Kaya a essayé de présenter la capture d'écran comme moi utilisant sa vulnérabilité contre elle, ce qui était tellement déconnecté de la réalité que ça en devenait presque drôle. Mais l'énergie derrière tout ça avait disparu. Le récit avait une fissure, et une fois qu'elle était là, tout le truc a commencé à s'effondrer de lui-même. Je n'ai rien dit d'autre publiquement, je n'ai répondu à rien d'autre. Je suis retourné vivre ma vie. Les semaines suivantes ont été les plus calmes depuis près d'1 an. Le groupe de discussion est resté actif. Léo envoyait des mèmes à des heures bizarres. Rory se plaignait de son personnel de cuisine. Gavin envoyait des mises à jour pour savoir si le dossier était toujours intact, ce qui était le cas, mais le bruit autour de moi s'était calmé. Le bourdonnement constant du drame de quelqu'un d'autre avait enfin, véritablement disparu. La salle de sport est devenue une routine d'une manière qu'elle n'avait pas été avant. Pas une punition, pas pour essayer de réparer quelque chose de cassé, juste bouger mon corps, mieux dormir, me sentir plus fort. Gavin et Léo étaient là la plupart des matins. Acha et moi avons continué à nous voir sans prise de tête. Pas de pression, pas d'étiquette, personne décidant quand l'autre personne avait le droit de prendre contact. On s'envoyait des textos quand on en avait envie, on faisait des plans quand ça avait du sens.
C'était la chose la plus facile que j'avais vécue dans une relation depuis des années. L'anxiété n'a pas disparu d'un coup. Elle s'est estompée. Ça a pris du temps, mais c'est arrivé. Il y avait des matins où je me réveillais et sentais encore cette vieille tension, tout ce truc de « est-ce que je suis assez bien ?» mais ces matins sont devenus plus rares. Et puis ils ont arrêté d'arriver tout court. 3 mois ont passé. J'étais dans un café un samedi matin, mon endroit habituel près de mon appartement, le genre où les baristas connaissent ta commande sans que tu aies à la dire. J'étais assis à une table dans un coin, lisant quelque chose sur mon téléphone, prêtant une demi-attention aux gens autour de moi, quand la porte s'est ouverte et j'ai levé les yeux. Célia est entrée. Pendant une seconde, aucun de nous n'a bougé. Elle m'a vu au même moment où je l'ai vue. Son expression est passée par environ 4 états en l'espace de 2 secondes, la surprise, quelque chose proche de l'embarras, puis quelque chose de plus difficile à lire, quelque chose qui ressemblait à de la résolution. Elle a marché jusqu'à ma table, ne s'est pas assise, et juste restée là, les mains sur les côtés, me regardant d'une manière qui semblait différente de la façon dont elle me regardait avant. Moins comme si elle calculait quelque chose, plus comme si elle était juste là. On peut parler ? Sa voix était plus calme que dans mes souvenirs. Plus stable, moins comme si elle donnait un spectacle, et plus comme si elle était finalement à court de choses à dire. J'ai levé les yeux vers elle, je ne me suis pas levé, je n'ai pas souri, je n'ai pas détourné le regard non plus. J'ai juste soutenu son regard et attendu. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé entre nous, à la façon dont j'ai géré les choses. Sa voix restait basse. Je sais que je n'ai pas été juste avec toi. Je sais que la façon dont j'ai mis les choses en place, la façon dont j'avais besoin que tout soit à mes conditions. Je sais de quoi ça a l'air maintenant. Le café était calme autour de nous. Quelqu'un au comptoir passait commande. La machine à expresso sifflait. Une porte s'est fermée quelque part à l'arrière. Des bruits normaux, un matin normal. Elle a fait une pause, a changé de pied d'appui. Je ne demande rien. J'ai juste pensé, je ne sais pas. J'ai pensé que peut-être si je le disais, tu saurais au moins que j'ai compris ce que j'ai fait. J'ai pris une inspiration, je l'ai regardé vraiment regardé pour la première fois depuis des mois et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, rien de tout ça. Juste rien. C'était clair comme de l'eau de roche. Je m'en fichais désormais. Comme croiser une ex et réaliser qu'on ne ressent plus rien. Tu as eu exactement ce que tu as demandé, ai-je dit. Calme, posé. Sans animosité. J'espère que ça en valait la peine. Elle a soutenu mon regard pendant une seconde. Quelque chose a changé dans son expression, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait lire. Elle a hoché la tête une fois. Puis elle s'est tournée et a marché vers la porte. Elle a marqué une pause d'une demi-seconde la main dessus. Elle ne s'est pas retournée. Puis elle l'a poussée et est sortie. Je suis resté assis là encore 1 minute ou 2, finissant mon café. Le barista essuyait le comptoir. Quelqu'un d'autre est entré et a commandé quelque chose. La vie a juste continué d'avancer. J'ai laissé un pourboire sur la table, attrapé ma veste, et je suis sorti au soleil. Il y avait cours de menuiserie ce soir. Walt m'attendait. J'avais un nouveau projet à commencer.